Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska dans un événement officiel taillé pour l'occasion. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au lieu d'apporter des clarifications sur la suite de la guerre en Ukraine, le sommet a surtout apporté des interrogations. Il a été organisé à la va-vite, très vite écourté sans raison valable, il a affiché un Trump qui était épuisé et un Poutine triomphant, et on va revenir sur cet événement dans cette vidéo. Tout d'abord, cette rencontre elle a une portée symbolique énorme. C'est la première fois depuis des années qu'un président américain et un président russe se retrouvent dans un cadre aussi officiel avec l'objectif affiché de rouvrir le dialogue. On a un Donald Trump qui veut résoudre le conflit en Ukraine sans l'Ukraine et un Poutine qui va essayer de retourner le président américain à sa cause. La première question qu'on peut se poser, c'est déjà pourquoi en Alaska ? Le choix de l'Alaska, il n'est pas anodin parce qu'il incarne à la fois la proximité géographique et la rivalité historique entre les deux puissances. Autrefois, c'était quand même un territoire russe qui était vendu aux États-Unis en 1867. Et ça, les Russes, ils l'ont jamais digéré. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est venu avec un t-shirt CCCP, donc URSS, et c'est peut-être justement pour rappeler que dans la grandeur de la Russie, en fait, l'Alaska leur appartient. C'est intéressant tous les symboles, toutes les déclarations, toutes ces choses qui ont été affichées des deux côtés, parce qu'on voit que ce soit les Russes ou les Américains, ils ont tous voulu marquer l'occasion et ils ont tous voulu faire un vrai exercice de communication politique. Et pour revenir sur l'Alaska, c'est vraiment un territoire stratégique. Sa base militaire où s'est déroulée la rencontre, qui est la base d'Elmendorf-Richardson, c'est une des plus importantes du pays pour la défense aérienne et nucléaire. Et recevoir Poutine, c'est montrer à la fois la puissance militaire américaine et la volonté aussi d'ouvrir une discussion en terrain sécurisé. Quand vous avez les avions russes qui volent un petit peu trop près de la zone d'identification aérienne américaine en Alaska, les avions américains qui vont les intercepter, souvent ils partent de cette base. Donc le fait que ça se passe sur la base d'Elmendorf-Richardson, ça souligne vraiment la dimension sécuritaire des échanges et notamment sur les armes stratégiques et les équilibres militaires. On peut d'ailleurs noter cette dimension militaire dans les nombreux chasseurs F-22 qui ont été mis en scène et surtout sur le légendaire flyover d'un B-2 de 4 F-35 juste au-dessus de Poutine quand il marche dehors avec Trump. C'est un peu histoire de dire t'as vu j'ai de beaux jouets et ils peuvent te cramer la paillasse à tout moment. Le sommet en lui-même il était orchestré avec une mise en scène impressionnante. Il y a eu un tapis rouge, il y a eu des hymnes, garde d'honneur et surtout la limousine présidentielle The Beast. Tout était prévu pour frapper les esprits et ça a marché. Cette dimension protocolaire, elle donne un cachet officiel et solennel à la rencontre qui renforce l'idée d'un moment historique. Mais il y a aussi son lot de polémiques, notamment pour placer le tapis rouge. Ce sont des soldats qui ont dû le faire à genoux et il y a cette idée de regardez, il y a des soldats américains qui se mettent à genoux pour déployer le tapis rouge pour le pire dictateur de la planète. Et ce genre de petites polémiques, en fait, ça alimente directement l'ambiguïté qu'il y a eu sur toute cette rencontre. Les discussions d'une durée d'environ 2h30, elles se sont déroulées à huis clos, il n'y a pas eu de presse, le seul moment où il y a eu de la presse, c'est ce moment bizarre avec Poutine qui ne sait pas trop quoi répondre et on se rend compte qu'en fait il n'est pas habitué à avoir des journalistes libres en face de lui. Et puis il n'y a pas eu de questions non plus à l'issue. Le public et les observateurs, ils n'ont eu accès qu'à des déclarations très générales. Ça a parlé de dialogue constructif, de climat positif, mais il n'y a rien eu de précis. Donc malgré les attentes, aucun accord n'a été conclu. Bon après ça c'est pas étonnant, je pense que personne n'est vraiment étonné, mais bon il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de plan de paix, il n'y a pas de feuille de route claire. La guerre du coup continue, sans changement réel en Ukraine, et le sommet, à première vue on peut se dire qu'il a été inutile. Alors après c'est pas sûr parce qu'il y a quand même eu des déclarations à huis clos, on ne sait pas ce qui s'est dit et c'est sans doute le premier d'une série de sommets qui va rassembler les dirigeants, que ce soit États-Unis, Russie, Ukraine ou Europe. Et puis cette absence de résultat, ça rappelle évidemment la difficulté de trouver un compromis quand les positions de départ sont irréconciliables. Alors malgré tout, Trump a parlé de progrès et il a évoqué la possibilité d'un nouveau sommet, peut-être à Moscou. Alors là aussi, le fait que Trump envisage de se déplacer à Moscou, c'est vraiment n'importe quoi, parce que ça réintègre en fait Vladimir Poutine sur la scène internationale, et du coup ça valide quelque part tout ce qu'il a fait, donc ça c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir à Vladimir Poutine. Mais bon, c'est des annonces qui sont restées très floues, il n'y a pas eu de détails précis, ça ressemble davantage à une promesse vague qu'à une véritable percée diplomatique. On sait que Trump il a appelé Zelensky, les Européens, une fois de retour dans Air Force One, mais c'est quand même bien faiblard comme résultat je trouve, pour un sommet aussi important qui a fait autant de bruit. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est probablement le premier d'une longue série. De son côté, Poutine il a insisté sur la nécessité de traiter les causes profondes du conflit, l'élargissement de l'OTAN, l'intégration de l'Ukraine à l'Europe, et puis la question de la sécurité russe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays avant l'Ukraine qui voulaient envahir la Russie, donc c'est un peu n'importe quoi.
Enfin, autrement dit, il n'a pas du tout changé de discours et continue de réclamer des concessions stratégiques que l'Ukraine et ses alliés refusent d'envisager. Donc au niveau de la presse, les réactions elles sont pas tendres du tout avec le président américain. Dans les chancelleries occidentales, certains experts parlent d'un coup de communication pour Poutine qui veut montrer à l'opinion publique qu'il reste un interlocuteur incontournable. Et là-dessus, je pense qu'il a réussi. La presse critique aussi le manque de fermeté de Trump. Il est perçu comme trop conciliant face à un adversaire stratège qui s'est très bien débrouillé. On a un peu le sentiment que Poutine l'a bouffé du début à la fin en fait, comme on pouvait s'y attendre avant même le début du sommet, et ça promet vraiment pas grand chose de positif pour la suite. Or Trump il a affirmé que la balle était désormais dans le camp de Zelensky. Selon lui, c'est au président ukrainien de saisir cette opportunité pour négocier. Mais cette déclaration elle a été accueillie avec scepticisme parce que Kiev tout simplement ils ont peur que en fait ce soit des nouvelles pressions qui les poussent à céder du terrain à la Russie. Donc on a Trump qui fait du Trump et il semble plus proche de Poutine que de Zelensky, ça c'est sûr. Donc on va voir quelle sera la prochaine rencontre prévue, si ce sera Trump, Poutine et Zelensky ensemble, ce serait bien que les trois puissent se voir ensemble, ou est-ce que ce sera juste Zelensky et Trump à Washington. Si Trump pouvait rencontrer Zelensky directement, en fait ça pourrait être limite plus décisif que la rencontre avec Poutine parce que ça clarifierait la position américaine vis-à-vis de l'Ukraine. Donc en conclusion, comme l'a dit un de mes abonnés, je cite, « J'espère que les Ricains ont un plan dont on n'est pas au courant parce que c'était vraiment un sommet de gogolito. » Alors ça, je suis totalement d'accord avec cette analyse. C'était vraiment n'importe quoi. Honnêtement, on a l'impression qu'ils étaient surtout venus tous les deux pour faire de la communication et pour faire le show. On peut également se poser beaucoup de questions sur le fait que la rencontre a été écourtée. Il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de déclaration. Donc on a un événement en grande pompe qui secoue le monde entier. Et pourtant, au final, on l'écourte en plein milieu. Et derrière, on donne aucune raison. Et surtout, il n'y a même pas de vraie déclaration. Donc c'est quand même très bizarre. Je pense qu'ils sont clairement en train d'essayer de calibrer un peu leur diplomatie. Comment on va orienter l'information, comment on va orienter le truc. Ça va prendre du temps. Donald Trump, lui, il a envie que ça aille très vite parce que justement, il a envie d'avoir le prix Nobel cette année de la paix. Mais bon, ce qui ressort principalement de ce sommet, c'est que Trump et Poutine ont l'air assez proches et il y a une différence terrible entre la relation entre Trump et Poutine et la relation entre Trump et Zelensky. Donc est-ce que ce sommet a été inutile ? Pas forcément, parce qu'on ne sait pas vraiment clairement ce qui s'est dit en huis clos, mais par contre c'est sûr qu'il n'y a pas d'avancée concrète et qu'il faudra attendre plus longtemps pour voir d'autres sommets et d'autres négociations qui pourront, elles, faire la différence. Ce qui est triste, c'est qu'on a surtout des États-Unis qui sont prêts à capituler leur liberté et la démocratie pour pactiser avec un tyran comme Poutine, plutôt que de se battre, d'afficher une position forte et de forcer le dictateur à arrêter d'attaquer son voisin qui est une démocratie. Voilà, c'est la fin de cette rapide vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, puis de la partager et de liker la vidéo, ça fait plaisir pour le soutien de la chaîne. J'ai une autre vidéo en préparation qui devrait sortir dans les prochains jours, donc restez connectés. On va voir ce que donnera la suite des événements, mais c'est clairement pas bon signe pour l'Ukraine. Mais bon, on continue d'y croire. En attendant, soyez sages, pas de bêtises et à plus. Allez, salut!